Vos lettres nous reprochent souvent de ne pas assez parler de femmes à la campagne. Eh bien, aujourd'hui, cette émission leur est consacrée. Pour parler de la femme paysanne, nous sommes allés tourner dans 3 fermes différentes. Premièrement, nous sommes allés dans une toute petite ferme qui a bien du mal à survivre, vous verrez. Et puis, nous sommes allés tourner dans un GAEC. GAEC, c'est l'abréviation de Groupement agricole d'exploitation collective. C'est-à-dire que des fermiers se sont unis pour acheter en commun un matériel spécialisé. Et vous verrez, particulièrement, ce sont les femmes qui bénéficient de ces avantages. Et puis, troisièmement, nous sommes allés tourner chez un couple d'éleveurs de moutons qui est installé depuis peu de temps en Bretagne. Que pensent ces femmes paysannes? Comment réagissent-elles? Quels sont leurs soucis? Comment voient-elles l'avenir? Comment équilibrent-elles leur budget? Quelle est leur vie? Je crois qu'il est beaucoup plus simple de leur laisser la parole. À 40 km de Poitiers, non loin du village de Chennevel, se trouve la ferme de monsieur et madame Côté. Madame Côté, 47 ans, doit tout faire elle-même pour pouvoir vivre dans cette petite exploitation de 5 hectares et demi. Pour elle, tout est problème. 5 hectares et demi, ce n'est pas beaucoup, et pourtant, il y a encore plus petit. C'est la lessive? Oui. Puis quand je la fais que toutes les 2 semaines, eh bien, je m'en trouve une pleine lessiveuse, bien entendu. Vous ne pouvez pas avoir de machine à laver parce que vous n'avez pas l'eau. Eh bien non, de toute façon, tant qu'on n'aura pas l'eau, c'est absolument pas possible. Et puis, notre puits est non seulement pollué, mais l'adduction n'est pas arrivée jusqu'au village. On nous la promet, mais on sait, enfin, sans date fixe, on ne sait pas. Alors vous allez chercher l'eau au puits? Oui, pour la lessive, je prends l'eau au puits. J'ai quand même un moteur sur le puits. On est d'autant plus ennuyé que le moteur est neuf, et puis qu'on vient de faire analyser notre eau, qu'elle est polluée, qu'elle est absolument... Enfin... Pour la lessive, elle peut servir, mais enfin, pas pour... Vous participez aux travaux des champs? Ben, bien entendu, mon mari tout seul. Pour le tabac, il faut absolument être toujours à 2. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on arrache le plant, tous les 2. Puis jusqu'à présent, on le plantait à la main. Il n'y a que l'année dernière qu'on a commencé à le planter avec une planteuse, parce qu'on l'a fait dans un terrain que c'était possible d'employer une planteuse. Racontez-moi vos journées. À quelle heure vous vous levez le matin? L'hiver un peu plus tard, mais l'été, 5h30, parce que le laitier passe à 6h15 en ce moment. Puis il passera même plus tôt, jusqu'au mois de septembre. Alors, comme on traite les vaches à la main, il faut se lever. Il faut se lever, il n'y a pas d'histoire. Et alors, après la traite, que faites-vous? Eh bien, je nettoie mes ustensiles. C'est bien commode d'un côté que le laitier passe tôt, parce que je nettoie tout mon bazar tôt. Dès qu'il est passé, je nettoie tout mon matériel. Et puis après, on déjeune. Après, je fais ma vaisselle. Et puis, je soigne ma basse-cour, je soigne mes lapins, mes poules. Vous faites tout vous-même, vous ne pouvez vous permettre de rien acheter à l'extérieur. Vous vivez sur les produits de la Oui, ferme. mais enfin, nos produits sont bien bons jusqu'à... Enfin, les volailles, toute la basse-cour, le cochon qu'on tue, le chevreau, tout ça, c'est quand même de bonne qualité.
Et puis ça nous coûte quand même beaucoup moins cher. On ne pourrait pas acheter tous les jours viande ou légumes, ce serait pas possible. Enfin, au fond, c'est notre salaire quand même que l'on mange, quoi. Mais enfin, c'est quand même plus avantageux que s'il n'y a pas de problème. Faites vos fromages vous-même? Ah oui, toute l'année. Même l'hiver, je fais des fromages de vache parce qu'on mange énormément de fromage. Et puis c'est tellement cher dans le commerce. Et ensuite, vous préparez le déjeuner? Eh bien, depuis là 2 mois, j'ai toujours jardiné. Mon mari, cette année, n'a pas eu le temps de s'en occuper du tout du jardin, du tout. Alors j'ai tout bêché mon jardin, j'ai rangé les asperges. J'ai tout fait ce qu'il y a dans le jardin. Je me suis fait disputer des fois parce qu'ils me disaient après, tu te plaindras que t'as mal au ventre. C'est vrai, c'est pour une femme. Et puis j'aime ça aussi. Si j'avais un jardin facile, j'y serais. Puis enfin, il faut quand même que j'entretienne un petit peu mon linge. J'ai qu'à cette saison que je peux un petit peu rafistoler nos vieilleries tout l'été. Je touche pas une aiguille pendant plus de 6 mois. Alors en ce moment, là, quand j'ai une minute, je répare surtout les vêtements de mon mari. Puis sur les chaussettes à la campagne, on use quand même. On peut pas toujours porter du neuf, c'est pas possible. Et puis je fais un petit peu de tricot. J'aimerais faire du tricot, mais pour en faire, il faut que je laisse. Il faut pas que je pense à autre chose. Il faut vouloir le faire, quoi. Il faut s'y mettre et vouloir le faire. Mais j'en fais pas souvent. Puis comme je fais beaucoup de conserves, beaucoup de confitures, toute l'année j'en trouve à faire. Il y a rien à faire. Comment on peut, enfin, pratiquement rien acheter. Il faut s'arranger de vivre de nos produits, en légumes, en fruits, en viande, en tout. Alors, je fais guère le ménage. Le ménage, c'est ce qui passe le dernier. Je le fais, enfin, rarement, disons. Parce que on fait tout le reste, ce qui presse le plus, et puis le ménage, ma foi. J'espère que l'eau va pas emporter mon... Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse? Venez. Vous voulez que ça mange pas dans le câble, là? Oh. Vous êtes isolé ici. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade? Il n'y a pas le téléphone. Il n'y a pas le téléphone. Et puis je conduis pas. Alors quand mon mari est par exemple au lit, eh bien, heureusement qu'il y a des amis, des gens complaisants, des voisins Mais les voisins sont à combien de kilomètres? Mais ils sont pas loin, mais c'est surtout mal pratique pour y accéder. Il y en a à 150 mètres là. De plus. Ah non, à vol d'oiseau c'est pas loin, mais c'est inaccessible. Il faut par la route, il faut y aller par la route. Et le médecin est à combien de temps? 12 kilomètres. Et quand vous avez accouché à la ferme? Oui, chez mes parents à cette époque-là. Si c'était maintenant, quand j'y pense, c'est vrai, il y a 21 ans, donc quand Christian, le plus jeune, est né, c'était encore pas courant dans la maternité. Ça serait maintenant, moi je voudrais jamais avoir une belle fille chez moi, par exemple, c'est vrai. Quelles sont vos distractions ici? De recevoir mes enfants, c'est à peu près ma plus grande distraction, disons. Enfin maintenant, j'espère quand même qu'on pourra peut-être sortir, enfin si on peut dire. Enfin quand même. Vous aimeriez avoir la télévision? Ben, si on avait les moyens, c'est possible qu'on ferait comme tout le monde, j'en sais rien. Enfin, pour le moment, avec le tabac tout l'hiver, ce ne serait pas question de la regarder en tous les cas. Et puis, comme tout l'été, on est dans les champs, alors on n'en profiterait guère de toute façon. On préfère la radio parce que, tout en travaillant, on peut l'écouter. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'aller en vacances? Absolument jamais. Vous allez de temps en temps au cinéma? Ah, jamais. 2 fois en 27 ans. Si les salles ferment.
Ben non, moi j'irai pas au cinéma pour un oui, pour un non, mais j'aimerais voir des beaux films quand même. Il y a des fois, bon, j'ai vu dans une revue qu'il y a, bon... J'aimerais voir le, mais... Je sais pas si ça viendra. Tant que les enfants étaient en pension, ben, c'était pas question de gaspiller un billet de 1000 francs, il fallait pas y compter. Même pas sortir dans la commune, les gens nous disaient, oh bon sang, venez dedans, faites donc comme nous. Mais moi je disais, si je vais au bal et puis que je dépense 1500 francs, eh bien demain matin, j'aurai pas 1500 francs à donner à mes enfants pour faire leur semaine au lycée. C'était impossible, il n'y avait pas moyen. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, enfin, si vous voulez, de pousser vos enfants à faire leurs études? Eh bien, c'est surtout que lorsqu'on apprend l'instruction, il est difficile de se défendre dans la vie. Mais moi, quand j'étais à l'école, bon, l'institutrice avait dit à mes parents, écoutez, ce serait dommage que vous ne l'envoyiez pas en secondaire. Bon, mes parents, des misérables métayers, 5 enfants. Ma mère a dit, ben c'est d'accord, ce serait bien joli, mais c'est qu'elle n'est pas toute seule, elle a ses frères. Bon. En plus de ça, j'ai un petit frère qui est né, j'avais 14 ans. Alors, il fallait rester pour élever les petits frères. Alors, après les quelques camarades que j'avais, elles qui sont parties en secondaire, eh ben, je les vois maintenant. Elles vont bientôt avoir une retraite. Elles sont dans les postes, elles sont institutrices. Elles ont été en vacances toute leur vie, elles ont passé une vie normale. Et puis moi, côté, ben forcément. Alors, on a dit avec mon mari, ça, on fera tout ce qu'on pourra. On se privera de tout ce qui... Enfin, à part de nourriture, mais pour essayer que nos enfants, enfin, s'ils ont la facilité. Christian avait 21 000 francs de bourse par an. Et puis son frère, le double. Même pas le double. Eh bien, j'aime mieux vous dire que... Les temps étaient difficiles. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça, faut y passer pour... Au fond, je trouve qu'ils ont du mérite d'avoir tenu jusque... Parce que c'est vrai, c'est pas rien. Vous êtes les enfants de Madame Côté. Alors vous ne reprenez pas la ferme? Non. Il n'y a aucune raison pour qu'on la reprenne de toute façon, puisque on ne pourrait pas y vivre. Il y a 5 hectares, plus à peu près 5 hectares, je crois, en location pour pouvoir survivre. Dans 10 hectares, c'est pas possible du tout. Mais après tout le mal que vos parents se sont donné, vous ne voulez pas reprendre ce qu'ils ont fait? Mais ils se sont donné du mal parce qu'eux avaient des raisons bien précises. C'est que déjà étant salariés dans d'autres fermes auparavant, ils préféraient plutôt, comme ils le disaient, être malheureux mais chez eux. C'est pourquoi ils ont acheté cette petite ferme et ils s'y sont débrouillés pour nous en... C'est pas très clair, mais enfin... ils ont essayé de faire tout ce qu'ils ont pu pour nous envoyer au lycée tous les deux jusqu'en terminale et on a passé tous les deux notre bac. C'est quand même quelque chose de... Moi je crois pas que, qu'on ait fait des études, comme on dit, qu'on a fait des études pour... avec nos parents nous ont fait faire des études pour rester à la ferme. Enfin, ça n'était pas concevable. Justement, comme vient de le dire le frangin, dans l'état actuel de cette petite ferme, quoi. C'était pas possible. Enfin, je voulais revenir, si vous permettez, sur la question précédente, enfin, poser la question, à savoir les raisons pour lesquelles on n'était pas resté à la ferme. Je conçois qu'on reste à la ferme, enfin, à partir du moment où au niveau de sa production, elle est rentable, et où les enfants, au lieu d'être aides familiaux, c'est-à-dire non rémunérés en définitive, bénéficient d'un régime salarié. Peuvent être salariés, enfin, les parents peuvent leur allouer un salaire. Au niveau une petite entreprise, enfin, il n'est pas possible à des parents, disons, de rémunérer leurs enfants, quoi, mensuellement. Enfin, ce serait le principe de l'aide familiale, et puis encore 2 aides familiaux sur une ferme de 5 hectares, enfin, je sais pas, ça fait trop de monde, de toute façon. Un des fils de Madame Côté travaille à la mutualité agricole et l'autre est étudiant en médecine. La plupart des enfants quittent la terre. Mais quand un homme veut rester à la ferme, souvent, il ne trouve pas de femme et par force, il reste célibataire. Qu'une ferme sans femme, qu'est-ce que ça donne?
C'est absolument... Enfin, il n'y a pas de possibilité, absolument. Ces célibataires-là, tant qu'ils ont leur mère, ça va, bon... Tant qu'ils ont leurs parents, ça va. Mais le jour qu'ils n'ont plus leur mère, ben, ils se débrouillent. S'ils veulent rester dans leur exploitation, il faut qu'ils se débrouillent de trouver une femme veuve ou une femme dans leur âge. Mais souvent, qui vient d'ailleurs, par ici, pas moyen de trouver. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de... Et Monsieur Côté, que se passe-t-il quand votre femme est malade, par exemple? Eh bien, je fais le nécessaire pour que rien ne pâtisse. Tu veux dire qu'on a eu la chance, ça n'arrive pas souvent. Oui. Mais est-ce que vous avez choisi ce métier, Madame Côté? Choisi? Non. Mais enfin, si la vie n'était pas aussi dure, ça ne me déplairait vraiment pas. Si on était équipé pour travailler, ben, ça ne me déplairait pas. C'est curieux d'être comme ça, peut-être. Dans des grosses exploitations, ils sont quand même... Ils sont pas aussi esclaves, quoi, parce qu'ils sont équipés, c'est pas la même. Ici, tout change. Nous avons quitté Monsieur et Madame Côté et nous sommes à 50 km de là, à Massogne, dans la Vienne. Ce n'est pas une grosse exploitation, mais un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. 5 fermiers se sont unis pour acquérir un matériel perfectionné comme celui-ci, qui permet la traite de 5 vaches à la fois sous la surveillance d'une seule personne. Bien sûr, chaque famille conserve une habitation séparée. Ce groupement comporte beaucoup d'autres avantages. Les bénéfices multipliés par 5 permettent un équipement ultramoderne. Mais surtout, chaque membre du GAEC peut se spécialiser et approfondir une technique. Par exemple, cette porcherie moderne est sous la responsabilité de l'un d'entre eux. Nous avons demandé aux femmes de ce GAEC, qui autrefois avaient la vie pénible de Madame Côté, de nous raconter leur expérience. Depuis 8 ans, maintenant que nous travaillons ensemble, eh bien ma foi, on est pris 1 semaine par mois. Et puis ma foi, si on est malade au moment où on doit faire notre semaine, eh bien la collègue nous remplace. Vous êtes pris 1 semaine par mois pour quoi faire? Pour aider à la vachère à traire les vaches. Elle traite les vaches et nous les faisons monter, nous les faisons descendre. Donner la farine. Alors ça nous demande 1h30 le matin, 1h15 le soir. On passe le jet et puis ma foi c'est fini. Alors en quoi ça consiste exactement au départ? Vous avez mis en commun quelque chose? On a mis en commun alors toutes les terres pour commencer. Et puis après ça on a mis les animaux, les vaches, y compris maintenant la grande porcherie. Et puis maintenant, c'est les hommes qui s'occupent uniquement que de ces bêtes, sauf 1 semaine par mois. On s'occupe des vaches. Et vous, les femmes, vous n'avez aucun travail à faire à la ferme à part ces vaches? On ne fait rien du tout à la ferme à part ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ma foi, on fait du jardinage davantage. On fait des légumes, on fait des conserves parce qu'on a chacune un congélateur. Alors après ça, ben, on s'occupe un petit peu plus de l'intérieur. Plus de la cour aussi. Au lieu d'avoir des orties, on a des fleurs. Et puis, on arrange la maison du mieux qu'on peut. Qu'avant, on n'avait pas le temps. Vous avez un salaire tous les mois? Tous les mois. Nous avons un salaire. De combien? Je ne sais même pas au juste, parce que ça rentre par chèque à la fin du mois. C'est
35, 40 000 francs, je sais Pour pas. vous les femmes, pour votre participation. Oui. Et les hommes, combien ont-ils? Les hommes, c'était 90 000 francs, je crois. Et si l'une d'entre vous est enceinte? Eh bien là c'est congé, comme Mme Boussicot, par exemple, peut le dire, Mme Bodin peuvent le dire, parce qu'ils ont eu chacun un petit depuis nous sommes en GEC. Alors, Nous madame, avons eu 3 mois d'arrêt de travail, mais à condition que notre mari assure notre travail de la semaine. ça aussi c'est inhabituel dans une ferme. Oui, plutôt. C'est plutôt une chose impossible quand on est dans une ferme individuelle. Madame Bodin, vous avez eu un enfant depuis que vous êtes en GAEC, mais avant vous en aviez d'autres. Bien sûr, sûrement. Vous en aviez combien? 7. Vous avez 8 enfants maintenant. Alors vous avez vu la différence? Oui. Sûr, une grosse différence. Au début, c'est tôt. Au début, puis enfin, la différence, ça ne se compare pas, quoi. C'est-à-dire vous avez pu vous reposer après le 8e. Oui, il peut se reposer, puis enfin, on a eu l'impression d'élever son enfant, mais autrement, vous savez, l'enfant, hein. Ils s'en allaient dans les champs. Oui, puis on le promenait partout, puis Oui. c'était comme dans une ferme, quoi. Et Madame Boussicot, racontez-moi ce qui est arrivé à votre mari. Eh bien, mon mari a eu un accident du travail le 17 août 67. Il est tombé d'une charrette de paille. Il a attrapé une disjonction pubienne et des traumatismes lombaires, enfin beaucoup de choses. Il est arrêté 1 an, il a voulu reprendre et là, il s'est aperçu que c'était pas possible et c'était formellement interdit. Enfin, il a voulu réessayer, comme il aimait son métier, il a voulu réessayer de reprendre et franchement, c'était pas possible. Alors, il s'est reconverti, il est en école professionnelle à Bordeaux depuis 2 ans déjà. Et il finit son stage au mois de juin maintenant. Alors, si nous n'avions pas été en GAEC, la situation aurait été tout autre qu'aujourd'hui, parce que moi, qu'est-ce qu'on est dans une ferme toute seule, qu'est-ce que vous vouliez qu'on puisse faire tous les deux? Mon mari comme ça, c'était pas possible de continuer que comme ça. Et bien ma foi, les champs sont cultivés, tout est passé comme si rien n'était. Combien de temps vous consacriez avant à votre intérieur? Eh bien, ça dépendait. S'il faisait beau, nous avions pas de temps du tout. S'il pleuvait, à ce moment-là, on avait un petit peu plus de temps pour, comme nous ne pouvions pas travailler à l'extérieur, nous en profitions pour mettre de l'ordre à l'intérieur. Et puis avant d'être en GAEC, vous aviez un seul budget pour l'équipement agricole et pour votre intérieur, pour l'équipement ménager. Oui, c'est ça, oui. Et alors, maintenant comme c'était, dès qu'il y avait un petit peu d'argent de côté, et c'était pour investir dans le matériel, donc il n'était pas question de faire quelque chose à l'intérieur. Alors vous n'aviez pas de salle d'eau? Nous n'avions pas de salle d'eau, nous n'avions qu'une chambre à coucher pour 4. Nous avions une toute petite cuisine qu'il fallait que tout le monde se place pour que je puisse faire le service autour. Nous étions vraiment logés dans une mauvaise circonstance. Maintenant, qu'est-ce que vous avez apporté comme amélioration alors? Alors maintenant, nous avons tout le confort à l'intérieur. Et puis, on a le temps de s'en occuper, de faire, de le ranger comme bon nous semble. Vous aimiez ce métier au départ, ce métier d'agricultrice? J'aimais beaucoup mon métier. Vous l'aviez choisi? Je l'avais choisi. Mais je ne recommencerai pas à faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire? À reprendre ma vie dans mon ancienne vie avant de me grouper. J'aurais pas voulu, j'aurais pas continué à m'occuper de passer mon temps continuellement dans les champs et aux animaux. Je prétends que c'est pas une vie à faire toute son existence. Quelles difficultés ont-ils rencontrées au départ? 2 membres du GAEC ont bien voulu nous répondre. Ça a été difficile de choisir les gens avec qui vous êtes en ce moment? Difficile, non, pas tellement, parce que, voyez-vous, on a pris les plus près voisins. On était très bien ensemble d'avance, et puis, ma foi, on s'est bien entendu. Mais dites-moi, vous avez mis de grosses exploitations en commun quand même? De grosses exploitations, pas très grosses, du moment que ce sont des petites propriétés. 25 hectares, si vous voulez. Vous aviez 25 hectares, vous, au départ? 28, on avait, nous. Oui. Et vous étiez la plus grosse? Plus grosse, peut-être pas. Je crois que le voisin avait peut-être 2 hectares de plus que nous. Et les autres? Il y en a un autre en avait un petit peu moins. Un autre en louait aussi
Quelques-unes, alors ça lui en faisait peut-être plus que nous, mais seulement il les louait. Et quelles sont les réactions des autres fermiers qui n'ont pas participé au GAEC? Bien, c'est-à-dire que maintenant, ils voient que ça marche bien. Alors, ils pourraient des fois aussi faire comme nous, s'ils le veulent. Mais au départ, Ben, ma foi, ils pensaient peut-être que ça ne marcherait pas. alors qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, vous savez, hein, on n'allait pas leur demander. Mais vous le saviez quand même ce qu'ils disaient. Bon, on pensait, nous, tout au moins, en faisant comme ça, qu'on arriverait tout de même à réussir. Ils étaient un petit peu contre, non? On ne peut pas bien dire. Comment le village a réagi quand il a vu que... Fort mal. Fort mal, parce que les paysans sont assez traditionnalistes. Et quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui ne ressemble pas à ce qui se passait avant, on est contre. Ils étaient contre. L'environnement était très très mauvais. Ça vous a incité à poursuivre? Ça nous a incité à poursuivre, il faut être courageux. Il y a des époques où il a fallu être courageux. Mais enfin, inciter, non. Mais enfin, ça nous a gênés aussi. Vous avez fait des jaloux après? Peut-être, je ne sais pas. Ça, vous savez. Et pourquoi il n'y a pas d'autres fermiers qui en ont fait autant dans les environs? Le paysan est assez individuel d'esprit. Et il n'est pas préparé à cette formule. Le travail collectif, il le veut bien, mais dans une exploitation particulière. Monsieur et Madame Joly ne sont pas traditionnalistes. Ils étaient salariés agricoles en Vendée et l'évolution de l'agriculture les a soudain privés de travail. Où aller? Courageusement, ils ont choisi la difficulté, les emprunts, les risques et les lendemains incertains pour rester à la terre. Car ce métier, ils l'aiment par-dessus tout. Ils se sont installés en Bretagne, à Trémargat. Madame Joly, c'est vrai que la Bretagne regorge de pierres et d'endroits comme celui-ci. Oh oui, il y en a énormément, il suffit de chercher. La Bretagne est une grande coquette d'ailleurs, et plus on cherche, plus elle se rend séduisante, et plus on va de découverte en découverte, et on n'est jamais déçu. Des calvaires, vous en avez presque sur toutes les routes. Vous avez toujours eu le temps de vous intéresser à ces choses? Le temps, oh non, le temps, c'est-à-dire les circonstances plutôt. Étant donné que je me suis mariée très jeune, je n'avais pas 18 ans, les enfants sont venus. Donc 3 enfants dans 2 ans et demi, ce n'est pas une sinécure. Une quatrième lorsque l'aîné avait 7 ans. Là, j'ai passé, disons, 10 ans de ma vie sans m'intéresser à autre chose que mes enfants. Biberon, lange, vie très dure, les moutons, la fièvre apteuse, les pâtes à soigner. Mon mari parti du matin jusqu'au soir pour son travail, car il suivait les moutons dans la plaine du matin jusqu'au soir, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors là, disons que j'ai eu une vie plutôt végétative. Je ne parlais que le patois, vous savez. Je ne m'exprimais absolument pas en français, bien sûr quand il le fallait, mais très très mal, avec un accent pire que celui que j'ai maintenant. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin d'autre chose. Il m'arrivait parfois de me prendre la tête comme ça et me dire, mais enfin, il existe autre chose, c'est pas possible que mon mari et moi travaillions toute notre vie comme ça, comme 2 bêtes de somme, avec comme panorama qu'une autre maison, le dos d'une maison devant la nôtre. Nous étions dans 2 pièces sombres qui ne voyaient jamais le soleil.
Et car cette maison nous cachait le soleil, nous vivions dans une ambiance pénible. C'est triste. Vous voyez, j'avais oublié tout ça, mais votre question me remémore. Vous avez un berger dans une société, c'est pas grand-chose. La forme d'agriculture de la plaine vendéenne ayant changé, le troupeau n'avait plus sa raison d'être. La société s'est dissoute, les moutons se sont vendus et il nous a fallu trouver une autre solution. Nous nous sommes installés ici, nous avons décidé que mon mari viendrait tout seul, il a vécu 1 année. Les gens ont vraiment été très aimables avec nous. Nous arrivions là, au fond, ne connaissant pas leur langue. Nous allions à la messe, en sortant, nous entendions parler breton. Mais enfin, ils ont été très accueillants, à tel point que je voudrais vous raconter une anecdote. Il y avait à la messe pas beaucoup de monde, c'est-à-dire, je ne sais plus moi, une dizaine de dames âgées. Et après la messe, j'ai voulu demander à ce prêtre quelles étaient les perspectives en Bretagne, où pourrais-je éventuellement inscrire mes enfants au lycée, ce qui existait ou ce qui n'existait pas. Et il m'a brossé un tableau tellement noir. Il m'a dit, oh, vous savez, madame, je vous déconseille de venir ici. D'abord, c'est le désert breton, tout le monde s'en va, tous les gens de la région s'en vont. Oh, ne venez pas là, ça n'ira pas. C'était point ce qu'il me fallait me dire. Enfin, toujours est-il que je me suis effondrée. Tout le monde était parti, le recteur était parti, j'étais seule dans l'église et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je crois bien que je pleurais tout fort, parce que je me croyais toute seule. Et tout d'un coup, il y a une dame. J'ignorais qu'elle était là. Cette dame s'appelle Germaine, une dame du peuple, toute simple, qui n'a jamais étudié quoi que ce soit. Elle a été à l'école de la vie, c'est tout. Il s'est approché près de moi, puis elle m'a dit, tu pleures, tu penses à ton pays. Viens chez moi prendre une tasse de café. Eh bien, madame, c'est à cause de cette tasse de café que je suis venue en Bretagne. En 69, lorsque le propriétaire nous a dit qu'il voulait vendre ses propriétés bretonnes, ses fermes, eh bien, nous étions encore un peu désemparés, car nous n'avions absolument pas envie de recommencer l'expérience salariée agricole. Pourquoi nous avions quand même 5 ans. Un salarié agricole? Comment? Ce n'est pas agréable d'être un salarié agricole. Oh, salarié agricole, madame, c'est tout le dernier échelon. C'est vraiment ce qu'il y a, je crois, de moindre dans la société. Car vous savez, l'ouvrier agricole a d'ailleurs l'insécurité de l'emploi. Un ouvrier dans une usine n'est pas seul, il a tous les autres. Il est un maillon de la chaîne, d'accord, mais il y a justement toute la chaîne. Tandis que l'ouvrier agricole est tout seul. Si son patron lui dit qu'il n'a plus besoin de lui parce qu'il ne veut plus exploiter de la même façon, c'est le droit du patron. C'est tout à fait normal que le patron dise ça. La société est ainsi conçue. Mais enfin, pour le salarié agricole, digne, qui a une femme et des enfants, eh bien, il faut qu'il recommence très souvent. Il y a beaucoup d'insécurité. D'ailleurs, très longtemps, on a dissocié le SMIG d'avec le SMAG. D'ailleurs, salaire minimum agricole et salaire minimum dans l'industrie, c'était deux choses très différentes. Mais comment, d'ouvrier agricole, vous avez réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour vous acheter cette maison? Oh, d'argent de côté, vous savez. Il faut dire qu'en Vendée, nous avions fait construire un pavillon avec hypothèque, bien sûr. Nous nous sommes cautionnés avec ça. Nous l'avons mis en vente. Nous avons pu ainsi réunir les 15% de l'achat de la propriété de l'Ariotte. L'Ariotte a 30 hectares de terre, nous coûtait donc 16 millions. C'est-à-dire que les frais de notaire, les frais d'enregistrement, nous avons eu des frais de bail aussi, car nous avons eu au départ 1 an de bail pour pouvoir passer l'échelon justement de la promotion sociale plus facilement, car d'ouvrier agricole, c'était plus facile de passer pendant 1 an fermier pour être ensuite propriétaire. Ça nous évitait beaucoup d'aléas, disons. Ce qui fait que lorsque nous aurons fini de payer les hypothèques de l'Ariotte, mon mari aura 72 ans. On sera des vieux grands-pères. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit malade, votre mari? Ah bien, qu'il soit malade, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, il y a une assurance vie tout de même. Mais on n'y pense jamais à ça. On la paie tous les ans. Il y a sur l'annuité, il y a 25 000 anciens francs d'assurance vie. Alors, quels sont les bons côtés de ce métier? Ah, mais il y en a.
Il y a d'abord le plaisir de la lutte, vous savez. Ça finit par être une drogue. On aime la lutte jusqu'à en être drogué. J'ai suivi des cours de comptabilité l'hiver dernier, organisés par la vulgarisation agricole de Rostona. Et l'année prochaine, nous allons étudier la gestion elle-même. Alors, ce que l'on appelle la gestion. Bon, vous faites quelque chose, c'est très bien, mais est-ce que vraiment tous les frais ont été comptés là-dedans? Voyez-vous, il ne faut rien oublier. Alors, avec ce qu'on nous a laissé entendre de la gestion, je reconnais très humblement que si nous restions à ce stade-là, eh bien, nous n'arriverions pas à faire face à nos échéances. Donc, il faut trouver une solution parallèle. Bon, nous allons donc vendre l'été au Mont-Saint-Michel. L'hiver, un marchand venait de Vire chercher nos moutons entre Noël et Pâques. Bon, ça va, c'est très bien. Mais Jean arrive à produire des moutons qu'il vend en extra, mais qu'il vend tout de même à des prix trop bas par rapport à la qualité, par rapport au prix de revient. Puisque nous avons du bon mouton, qu'on apprécie, qui sera apprécié sur la côte par les estivants, ben je me suis dit un jour, au fond, pourquoi pas nous-mêmes faire apprécier ce que nous produisons. Alors, notre maison a une vieille aile qu'il fallait restaurer. Alors, j'ai commencé à la restaurer avec l'intention de la louer en gîte rural. Bon, alors les travaux progressant, je trouvais que ça me faisait beaucoup d'investissement pour une location qui arriverait, bon an, mal an, à 200 000 anciens francs. Et c'est tout. Et je me suis dit, après tout, il y a une très grande belle salle avec une très belle cheminée. Pourquoi pas faire dans cette cheminée des gigots en broche ou des brochettes et des grillades, installer quelque chose très intime, dans le style berger, sans chercher à copier un simili grand restaurant quelconque. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'en suis arrivée à me dire que nous pourrions éventuellement cuisiner des plats et accueillir les gens en restaurant. Mais ça me semble un mot trop bref, restaurant. Je trouve ça trop... ne correspondant pas à ce que je veux. Madame Joly, vous aimez bien les vieilles pierres, on dirait. Oh oui, madame. Je ne veux pas dire que je les adore, on n'a pas le droit d'adorer les choses, n'est-ce pas? Mais j'ai pour elles, disons que je les comprends. Et ici, j'ai la chance d'avoir cette très belle cheminée qui était autrefois une entrée directe dans une chapelle qui a été détruite en 1870. Et vraiment, elle me parle. Tout ce passé de pierres et de personnes qui ont vécu sous ces pierres-là. Et dans cette salle, d'ailleurs, nous avons effectué beaucoup de travail parce que non seulement c'est une vieille pièce, mais il y a eu aussi des moutons. La première année que nous étions ici, dans l'hiver 69-70, nous n'avions pas de bergerie. Et à ce moment-là, j'ai regretté de ne pas avoir de bergerie parce qu'évidemment, c'était un handicap terrible. Mais maintenant, j'en suis très satisfaite, au contraire, car nous en avons fait construire une. Et le fait de la faire construire nous a permis de choisir l'emplacement loin de la maison d'habitation. Elle est à gauche en rentrant. Les tracteurs n'ont plus à venir ici. Ce qui vous permet d'avoir une très jolie maison. Eh bien, je suis contente que vous la trouviez jolie. J'y consacre tout ce que je peux consacrer de temps en dehors du travail courant. Nous avons déblayé énormément de remblais, de saletés. Nous avons découvert un pavé ancien qui a été conçu par des moines il y a très très longtemps. Un four, nous l'avons découvert dans ce sens qu'il était envahi par les ronces. Et puis le puits aussi, qui est très beau. Lui était assez apparent quand nous sommes venus. Vous avez de la chance de vivre dans ce décor. Parlez-moi de votre paysage. Eh bien, ce paysage, on ne peut qu'être bon dans un paysage comme ça. Tous les matins, j'ouvre ma fenêtre et je me dis, bon, il y a tel travail à faire, il y a des factures à payer. Mais j'ouvre la fenêtre et je vois ces beaux arbres et la montagne, et les genêts, et les sapins, et le ciel, souvent gris le matin, bien sûr. Mais entre le ciel et ce vert, il y a une écharpe de brume bleue, souvent bleue.
Les couleurs de la Bretagne, on n'en parlera jamais assez. Mais alors je me dis, tout pendant que cette beauté sera là, eh bien Thérèse, tu tiendras le coup. Ça m'aide énormément. S'il fallait lutter de la même façon dans un décor de béton ou dans un décor de fumée d'usine, eh bien j'aurais une mentalité tout à fait différente. Ça, je crois à l'osmose, à cette pénétration du paysage à la personne qui vit là et qui sait bien la regarder, ça aide énormément. Et est-ce que vous avez l'habitude de prendre des vacances? Oh, des vacances, oh non. Autrefois, moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Mon mari encore moins. Nous avions pris 2 jours en Vendée, je me souviens, pour aller visiter le Mont-Saint-Michel. Et nous avions un commis parce que mon mari était convalescent à ce moment-là. Il avait été très malade. Et vacances pour nous, bien sûr, on donnait pour nos enfants. Nous les envoyions en colonie, maintenant ils sont bien trop grands. Par contre, l'année dernière, j'ai connu mes premières vacances. Ah, ça a été merveilleux. Je suis allée passer une semaine à Dinard, dans une maison familiale, un couvent, dans une annexe de couvent. J'avais Brigitte et Damien. Et ils étaient tellement aussi fous que moi. Enfin, je ne sais pas lesquels étaient les moins... Comme un chien qui aurait été attaché très longtemps et lâché comme ça sur la plage. Et le premier contact avec avec la mer, eh bien, Damien m'apportait tout ce que l'eau avait rapporté. Il y avait des jolis coquillages, mais il y avait les tessons de bouteilles, les bouts de papier et les pots de yaourt. Il nettoyait la plage. Et alors, nous avons passé une semaine vraiment très relaxe, mais c'est tout. Et à condition que mon mari reste ici. Ça, et c'est tout. Et cette année, je ne pourrai pas recommencer. Mais j'en rêve. J'en rêve de ces vacances. J'y ai pensé avant, j'ai savouré pendant qu'elles existaient. Et maintenant, j'y pense. Et ça m'a permis d'écrire des choses, d'ailleurs. Madame Joly, pourquoi cette promenade? Eh bien, c'est une promenade de surveillance. Tous les jours, 2 fois par jour, nous sommes obligés de faire le tour des prairies, car les moutons ont une habitude pour se mettre à l'aise lorsqu'ils ont une digestion difficile. Par exemple, lorsque nous les avons changés de prairie, ou si après la pluie, le beau temps est venu, ils se mettent sur le dos, ils essaient de se rouler. Et si elles tombent sur le côté, elles arrivent à se relever toutes seules. Sinon, elles restent sur le dos. Et si dans les 2 heures, nous ne les avons pas relevées, elles risquent de crever. Alors, elles crèvent souvent? Eh bien, c'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte qu'elles ne crèvent pas, bien sûr. Mais enfin, des accidents nous arrivent. Une très belle nous est crevée mardi dernier. Une texelle, une très très belle, une brebis inscrite. Enfin, on essaie d'éviter au maximum. Mais c'est très très peu souvent. Vous savez combien vous dépensez par mois pour votre famille? Ah oui. À peu près? Eh bien, par semaine, il faut 200 francs. Donc, ça vous fait 800 francs, oui, 80 000 anciens francs par mois. Seulement pour la nourriture et encore en faisant très attention, en cuisinant au maximum et en achetant les produits du marché. Non, mais votre budget complet pour un mois, vous savez de combien il est? Pour un mois, oh, ce serait bien si je pouvais avoir tous les mois 150 000 anciens francs. Mais il y a beaucoup de mois où il faut que je m'arrange avec moi. Comment, avec un budget aussi étroit, vous avez réussi à faire poursuivre leurs études à vos 5 enfants? De toute façon, ça, étroit ou encore plus étroit, il n'y avait pas de solution. Il fallait qu'ils fassent leurs études et qu'ils préparent un métier qu'ils aiment. N'importe quoi, que ce soit dans n'importe quoi, non, je veux dire dans n'importe quelle branche, pourvu qu'ils aiment ce à quoi ils se destinent. Alors, nous avons quand même quelques parts de bourse. Liliane a 5 parts, Brigitte aussi. Ce qui me fait à compléter par trimestre environ 200 francs par fille, donc 400 francs pour toutes les 2.
Et si c'était à refaire? Ah, si c'était à refaire, madame, ben nous le ferions. Car vous savez, profondément, nous aimons ce travail. Mon mari ne vit que pour l'élevage du mouton. Il ne pourrait pas faire autre chose. Ça aurait été un homme fini. Si j'avais accepté il y a quelques années qu'il fasse n'importe quoi pour que nous restions à Vendée, eh bien, ce serait plus un homme. Il serait très, très diminué. Donc, il n'était pas question de changer. Et si c'était à refaire, je le ferais de bon cœur. Au fond, Dieu nous a mis là pour quelque chose. C'est pas possible, puisque Dieu est amour, qu'il ne nous ait pas placés sur la terre pour une raison déterminée. Au fond, ce que l'on a acquis de force, ce que l'on a arraché de force au destin, ce qui ne voulait pas nous être donné, on l'a pris avec peine et misère. Mais je parle pas des biens matériels que nous avons arrachés. Je parle de ce que nous avons intérieurement, de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que la propriété de la Riotte intéressera mes enfants plus tard? Mais je leur dis, vous savez, si quand nous ne serons plus, si ça vous arrange de la vendre pour revivre ailleurs, alors, eh bien, faites-le. Mais alors là, oh maman, penses-tu? Certainement pas, mais ils disent ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que demain sera fait? Tout a changé si vite, là, depuis quelques années. Enfin, moi, mon petit cerveau ne peut absolument pas imaginer ce que sera la vie dans 10 ans. Dans 20 ans, encore bien moins. Eh bien, même si mes enfants, eux, ne profitent pas des arbres que nous avons plantés, des pierres que nous avons nivelées, des landes que nous avons défrichées, que nous défricherons encore, mais quelqu'un en profitera, même si c'est pas, même si ce ne sont pas mes enfants. Eh bien, si c'est à refaire, nous recommencerions. Si j'avais dit à Jean, il y a quelques années, oh bien, notre maison, on y reste, tant pis, on va rester là. Il l'aurait fait, vous savez. Oui, je crois que les femmes font et défont les maisons. C'était vrai, il y avait une chanson autrefois qui disait ça, et je crois que ce sera vrai toujours. Mais au fond, nous avons eu beaucoup d'épreuves ensemble, mais nous les avons supportées, nous avons construit quelque chose. Et je crois qu'après 24 ans de vie commune, eh bien, maintenant c'est indissoluble, ça, vous savez, notre couple est lié pour la vie.